Bonne journée à vous. Bon, vous avez vu le titre, donc passons à autre chose. Très rapidement, M. Bradford, qui est décédé récemment, c'est très triste, il avait 99 ans et demi. Depuis que les Canadiens ont lancé une des premières opérations commerciales de vol de brousse, enfin, je ne vais pas lire le machin, c'est très ennuyeux, mais grosso modo, au niveau de la contribution canadienne au monde de l'aviation, c'est quand même quelque chose de très important. Beaucoup plus important que ce que la population du Canada, qui est assez limitée, pourrait laisser entendre. Donc, autre image que j'utilise assez fréquemment dans des présentations, je m'excuse, mais disons que ça aide un peu à comprendre pour un Européen enfin un Belge ou enfin, un Néerlandais ou un Suisse, le Canada, c'est même un peu grand. Le Québec, c'est quelque chose qui est très grand aussi, mais on parle d'un territoire qui est équivalent à l'Europe au niveau superficie, mais avec 5% de la population. Donc, les problèmes de transport et de communication sont assez différents. Surtout compte tenu du fait qu'une bonne partie de la population canadienne vit le long de la frontière entre la côte Est et la côte Ouest. Et le gros de la partie nordique est, bon, enfin, pas inhabité parce qu'il y a des Premières Nations, des Inuits, mais il n'y a quand même pas beaucoup de monde dans ces régions-là. Bon. Aéronefs, c'est très important, d'accord, mais au niveau des moteurs, si vous n'avez pas de moteur, vos aéronefs, de manière générale, ne sont pas d'une très grande utilité. Un 747 sans moteur, ça ne va pas nulle part. Encore une fois, la contribution des Canadiens au niveau des moteurs d'avion, c'est quelque chose qui est en commune mesure avec la population du pays. C'est à partir de 1927, enfin, un vol de Lindbergh transatlantique. Donc, il y a eu une espèce de croissance assez rapide, 27, 28, 29, au niveau de l'aviation canadienne. L'utilisation du vol de brousse. Vol de brousse sont des vols, transports légers dans des régions éloignées. On peut voir un exemplaire d'un appareil comme celui-là ici. Et quelques motoristes étrangers, américains ou britanniques, se sont installés au Canada pour, disons, faire de la représentation. Donc, nous allons vendre nos moteurs au Canada, soit civils ou militaires. Donc, ça va prendre quelqu'un pour représenter, faire de l'entretien, faire enfin, du déballage, ensuite sortir des moteurs des caisses, faire un peu d'entretien, faire un peu de réparation. Et une de ces filiales étrangères-là, c'est Canadian Pratt Whitney Aircraft, Longueuil, Québec, qui voit le jour en novembre 1928. Bon, qu'est-ce que c'est Pratt Whitney Aircraft? Bon, il faut retourner longtemps en arrière pour voir les origines de Pratt Whitney. C'est la Nouvelle-Angleterre, 1860, fabricant d'outillage. On a ici M. Francis Pratt et Amos Whitney. Bon, on parle d'outillage ici, on ne parle pas d'avion, évidemment. Pas en 1860, certainement pas. En 1925, vous avez M. Rentschler, qui était l'ex-président de Wright Aeronautical, qui était un des gros fabricants de moteurs américains, en fait même mondiaux, qui n'avait pas réussi à convaincre ses collègues de la nécessité, de l'utilité de concevoir un moteur en étoile refroidi par air puissant, musclé. Il a démissionné et il est allé voir les gens de Pratt Whitney. Il leur a dit, bon, vous êtes une société réputée, est-ce que vous songez à vous diversifier un peu? J'ai cette idée d'un moteur très puissant. Les gens de Pratt Whitney ont dit, pourquoi pas? Pratt Whitney Aircraft voit le jour juillet 25. Décembre 25, vous avez le premier WASP qui tourne au banc d'essai. WASP, c'est une guerre. Et le WASP, c'est le premier, comme je ne lirai pas le texte. Les moteurs en question parlent du WASP, le Hornet, le WASP Junior, le Twin WASP, le Twin WASP Junior, Double WASP, WASP Major, bon, enfin. Des noms de guêpes, Hornet, c'est un frelon. Et ça donne des noms d'insectes, en fin de compte, qu'ils donnent à leur moteur à piston. Mais enfin, revenons à Canadian Pratt Whitney. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, enfin, ils font de l'entretien, ils font de la vente, ils font de la réparation de moteurs. Il n'y a pas de production de moteurs au Canada pendant la période de l'entre-deux-guerres. Il y en avait eu très peu pendant la Première Guerre mondiale, de toute façon, aussi. Les deux appareils qu'on voit ici, c'est un appareil militaire en haut, enfin, des opérations civiles aériennes gouvernementales. Donc, ça faisait partie du ministère de la Défense, mais c'était des pilotes de brousse civile, mais en uniforme. Et c'est le premier appareil muni d'un moteur Pratt Whitney au Canada. L'appareil en bas, c'est un autre appareil muni de moteur Pratt Whitney de TransCanada Airlines, aujourd'hui Air Canada. C'est un Lockheed 14, je pense, fin des années 30. Mais il n'y avait pas de production de moteurs au Canada pendant les années 30 et bon, Pratt Whitney Canada, c'était de l'entretien, réparation et de la vente. Seconde Guerre mondiale, changement. Une filiale est créée à Montréal pour fabriquer des mécanismes d'hélice à vitesse constante, dont les pales étaient fabriquées à Kingston, en Ontario, pas très très loin de Montréal, par Alcan.
Ces hélices-là étaient destinées à des appareils de type Harvard. On en voit un dans la photo du bas avec Winston Churchill et son cigare, photo prise en 1941. Les hélices fabriquées par la filiale de Canadian Pratt Whitney étaient destinées à des Harvard du corps, enfin, de l'Aviation royale du Canada, qui étaient utilisées pour l'entraînement en sol canadien dans le cadre du plan d'entraînement du Commonwealth britannique. L'usine a fermé en 1945, la guerre ayant pris fin, victoire alliée, et l'usine a été recyclée en entrepôt par un pionnier de l'épicerie libre-service au Québec, qui est Steinberg, qui n'existe plus aujourd'hui. On faisait son Steinberg dans les années 60. C'est une expression. Faire son épicerie, on va faire son Steinberg. Une fois la paix revenue, bon, évidemment, il y a une baisse des activités parce que la plupart des avions de l'armée de l'air ont été retirés ou ferraillés. Les moteurs qui étaient en entrepôt, moteurs en réserve, ont été soit vendus, pas ferraillés, mais vendus. Donc, il y a eu une inondation des marchés de moteurs en bon état, de moteurs neufs et à prix réduit. Donc, Canadian Pratt Whitney a augmenté un petit peu ses activités en devenant le représentant d'une société sœur au sein de United Aircraft, qui était Sikorsky Aircraft. Donc, par exemple, les premiers hélicoptères de l'Aviation royale du Canada, celui-là, sauf erreur, c'est le premier des premiers, des Sikorsky S-51. L'appareil sur la photo, sauf erreur, c'est celui qui se trouve dans la collection du Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada à Ottawa. Il est en prêt, mais il fait partie de la collection. Peint en jaune. Point tournant dans l'histoire de Canadian Pratt Whitney Aircraft, c'est la guerre de Corée. Pendant la guerre de Corée, la maison mère, Pratt Whitney Aircraft américaine, a suggéré que sa filiale canadienne fabrique des pièces de moteurs d'avion, moteurs à réaction pour l'effort de guerre américain en Corée. Quelque chose qui était une bonne idée, mais disons que il a été proposé au niveau canadien. Pourquoi est-ce que vous ne fabriquez pas un moteur? Donc, la maison mère américaine n'avait pas d'objection. Un moteur à piston, pas trop puissant. Donc, il se réservait aux États-Unis les moteurs à réaction et les moteurs à piston puissants. Le moteur à piston de puissance réduite fabriqué au Canada, c'est le bon vieux Wasp, qui était destiné à des avions d'entraînement, qui était fabriqué dans une usine construite à cet effet, 1000 moteurs commandés. On parle de guerre de Corée, avec annonces publicitaires ici dans les journaux, dans les magazines. C'était destiné à des avions d'entraînement, Harvard, neufs, commandés pour la guerre de Corée, mais pas fabriqués par la société Norden, mais fabriqués par la société Canadian Car and Foundry, qui est un fabricant de matériel ferroviaire. Donc, ils ont reçu la commande canadienne et un peu plus tard, ils ont reçu une commande américaine à peu près des mêmes dimensions pour des Texans, qui étaient des avions. C'est le même avion, sauf peut-être la peinture était différente, un petit peu de différence au niveau d'outillage, mais c'était le même genre d'appareil. Premier WASP canadien tourne au banc d'essai en 52. On voit probablement une belle photographie de cérémonie avec le personnel. Publicité. Évidemment, c'était une grande date pour Canadian Pratt Whitney. 50-60, transformation de moteur neuf, mais fabriqué aux États-Unis, en moteur utilisable sur des avions de type Otter. Donc, le WASP des Texans ou des Harvard, c'est un moteur à prise directe. Donc, si le moteur tourne à 2200 tours, l'hélice tourne à 2200 tours. Pour un appareil comme le Otter, qui avait besoin d'une hélice à grand diamètre pour pouvoir se soulever du sol avec une charge utile assez élevée, ça prenait quand même des engrenages entre le moteur et l'hélice. Et c'est ce travail de conversion-là qui a été fait sur des centaines de moteurs WASP par Canadian Pratt Whitney Aircraft. Autre chose que Canadian Pratt Whitney Aircraft a fait pendant les années 50, c'était la fabrication sous licence d'un autre moteur qui n'était pas Pratt Whitney celui-là. C'est un cas unique dans l'histoire de la société. C'est un peu ironique en fin de compte parce que pendant les années 30, 40, 50, Pratt Whitney puis Wright Aeronautical, c'était les deux grands rivaux. Le Wright Cyclone, le Pratt Whitney Twin Wasp ou le Double Cyclone et le Double Wasp. Grande rivalité entre ces sociétés-là. Mais en fin de compte, Canadian Pratt Whitney était la seule société qui pouvait fabriquer des moteurs pistons rapidement dans les années 50 pour les Grumman Tracker de la Marine royale du Canada. Évidemment, dans les années 50, on parle sauf peut-être les gros moteurs à piston d'avions de ligne américains, la belle époque du moteur à piston, c'était passé. On a suggéré que
Canadian Pratt Whitney conçoivent un petit turboréacteur. Une équipe arrive au Canada début 57, britanniques et américains, et on commence à préparer des plans. Comme je le dis ici, bon, une proposition qui a été soumise, elle a remporté la compétition interne. Le hic, c'est que ça coûte très cher pour mettre un moteur au point et les ressources financières de la société canadienne n'étaient pas très, très élevées. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque le ministère de la Production de Défense, enfin, a refusé poliment de s'impliquer dans le projet parce qu'ils avaient déjà investi beaucoup dans les moteurs de la société enfin, Orenda pour les Canada CF100 et pour les Canadair Sabre. Donc, il n'y avait pas un enthousiasme délirant pour s'impliquer dans un autre projet de moteur parce que l'Orenda avait coûté et continuait à coûter horriblement cher. Par contre, la société américaine Pratt Whitney s'intéresse beaucoup aux nouveaux moteurs canadiens. Il en prend le contrôle. Le JT12 tourne au banc en mai 58 et ce moteur-là, en fin de compte, a été produit enfin, presque 2300 exemplaires, surtout pour des avions d'affaires ou des avions de transport léger militaire. On voit en haut le Lockheed Jetstar, sauf erreur. Photo du centre, c'est la McDonnell 119, si je me souviens bien, qui n'a pas été produit en série. C'est un des rares avions civils que McDonnell avait conçu. Et en bas, je pense que c'est un North American Cyberliner. Et grosso modo, c'était sur ce genre d'appareil-là que les JT12 ont été utilisés. Excellent moteur. Une variante pour hélicoptère a été utilisée sur, bon, hélicoptère évidemment, qui était le Sikorsky CH-54, qui est la grosse grue volante qu'on voit ici. Certains sont encore utilisés aujourd'hui pour, par exemple, la lutte contre les feux de forêt. On le voit une photo ici, bon, enfin, c'est très d'époque, 2023. Ces grues volantes-là peuvent soulever des charges absolument impressionnantes. C'est une variante du JT12 turbomoteur. Maintenant qu'on avait conçu ce premier moteur à réaction, Canadian Pratt Whitney se dit, bon, enfin, on peut faire autre chose. Peut concevoir un turbopropulseur ou un turbomoteur. Pratt Whitney aux États-Unis donne sa bénédiction au projet. Et ici, on voit à gauche le PT6, enfin, un PT6 et à droite un WASP. Grosso modo, version initiale du PT6, c'était la puissance d'un WASP. On parle d'environ 600 chevaux. Et on peut voir la différence au niveau du diamètre. C'est impressionnant. Le moteur est plus léger, et plus coûteux, évidemment, consomme plus, mais au niveau volume, au niveau résistance de l'air, très, très supérieur. Bon, prototype vole en mai 61 sur un appareil, enfin, c'est un Beechcraft, enfin, Beech 18, de l'Aviation royale du Canada, qui avait été muni d'un moteur dans le nez pour les vols d'essai pour plus de sécurité. Cette fois-ci, le gouvernement fédéral décide d'investir dans le projet. Le PT6 entre en service en 64. Petits avions d'affaires comme un Beech King Air, sauf erreur en haut. En bas, utilisation sur des petits avions de transport, des avions utilitaires, le Twin Otter. Bon, celui qu'on voit sur la photo, c'est celui qui se trouve en montre au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Il y a une excellente collection d'appareils de The Havilland Canada, produit en très, très grande quantité, tout comme le King Air d'ailleurs, mais le King Air est américain, Twin Otter, c'est canadien, bien sûr. PT6 s'avère, enfin, excellent moteur d'hélicoptère. L'idée que les gens de ce qui s'appelait à l'époque United Aircraft, parce qu'en fin de compte, Canadian Pratt Whitney est devenu United Aircraft of Canada au début des années 60. Changement de nom, il n'y a pas eu de changement d'emplacement, l'usine, enfin, pas de changement de direction d'employés. L'usine demeure la même. Ils ont eu l'idée de coupler deux PT6, un à côté de l'autre, avec un système d'engrenage pour propulser un hélicoptère. Bell Helicopter, enfin, la société américaine Bell Helicopter, bon, juge l'idée excellente. Ils avaient déjà fait le Bell 204, enfin, le UH-1, le Huey, enfin, l'Iroquois. Ils se sont dit qu'un moteur comme le Twin Pack de Pratt Whitney Canada serait un excellent moyen d'améliorer les performances de leur appareil. La marine américaine a également jugé l'idée excellente, donc ils ont subventionné le projet. Donc tout le monde, Pratt Whitney investissait, la marine américaine investissait, le gouvernement fédéral investissait, Bell Hélicoptère a peut-être mis un peu d'argent là-dedans aussi. Bon, 68-69, vous avez les moteurs qui tournent au banc d'essai et qui font des premiers vols, avec le Bell Model 212 ou le UH-1N Iroquois, Bell Huey, le Twin Huey, qui entre en service
71. Et il y a un Twin Huey dans la collection du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Youpi. Appareil utilisé en très grande quantité, excellent appareil. Petit problème toutefois, c'est qu'à l'époque, c'est la guerre du Vietnam, le Canada, contrairement à l'Australie, n'a pas participé à la guerre du Vietnam. Autre petit problème, c'est qu'avec la frontière américaine, qui est la plus longue frontière non défendue au monde, il y avait beaucoup d'objecteurs de conscience ou de déserteurs, je préfère faire objecteurs de conscience, qui ont traversé la frontière des États-Unis au Canada parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre au Vietnam. Et le gouvernement fédéral ne leur courait pas après trop. Donc, certains membres du Congrès américain n'appréciaient pas beaucoup, disons, le manque de coopération du gouvernement fédéral dans certains cas. Ils ont demandé que les Twin Pack destinés aux Iroquois des forces armées américaines soient produits en sol américain, ce qui est un peu ennuyeux, mais en fin de compte, bon, c'est la vie. Autre problème qui se produit à Pratt Whitney, en plus d'avoir perdu une partie des commandes de Twin Pack vers une filiale de Pratt Whitney Aircraft aux États-Unis, c'est la grève de United Aircraft. Et c'est connu sous le nom de la grève de United Aircraft. Fin 73, vous avez des tensions qui montent, bon, enfin, une convention collective, il y a des discussions qui se font, bon, ça ne fonctionne pas très bien. Vous avez des protestations au niveau des employés, un sit-in, si je me souviens bien. L'employeur, bon, enfin, je ne lirai pas ici, verrouille les portes. Le syndicat érige des lignes de piquetage, c'est le début de la grève. Mais vous avez quand même pas mal d'employés, syndiqués ou non syndiqués, qui continuent de travailler. Et pour maintenir son rythme de production, United Aircraft Canada engage des centaines de briseurs de grève, ce qu'on appelle en québécois des scabs. Mais ça n'était pas suffisant pour maintenir le rythme de production. Donc, bon, United Aircraft transfère une bonne partie de l'outillage, une bonne partie de la production du PT-6 en sol américain. Donc, la photo à droite, enfin, l'image à droite, c'est le Monde ouvrier. C'est le magazine de la Fédération des travailleurs du Québec, qui est une des trois grandes centrales syndicales de l'époque. Et enfin, la FTQ, c'était le syndicat des employés de United Aircraft à Longueuil. Bon. Le déménagement de l'outillage ne passe pas inaperçu, soit au niveau québécois, au niveau canadien. Les gouvernements sont blâmés. On craint que, bon, est-ce que l'outillage va revenir une fois la grève finie? Est-ce que la compagnie essaie de briser le syndicat? Vous avez des activistes américains et canadiens, des gens comme Jane Fonda, qui disaient que, bon, ils veulent briser le syndicat. Et pendant tout ce temps-là, bon, enfin, les semaines passent, les mois passent, les employés sont de plus en plus frustrés. À bout de ressources, certains se résignent à retourner au travail, devenant des briseurs de grève. Et vous avez, enfin, la frustration amène, bon, enfin, de la violence. Bon, vous avez des maisons soit de scab ou soit bon, de gestionnaires de la société qui sont endommagés. Des voitures aussi, et même quelques petites bombes qui explosent. Dans au moins un cas, pour transporter transporter des cadres ici, comme je le dis ici, la compagnie a dû utiliser un hélicoptère parce que c'était trop dangereux, croyait-on, pour transporter les cadres au niveau terrestre par voiture. Donc, l'image à droite, le patron, fait la personne avec un grand nez, avec un L sur le ventre. C'est Robert Bourassa, qui était le premier ministre du Québec à l'époque. Et on disait que certaines personnes disaient qu'il se faisait, son gouvernement et lui, se faisaient mener par le bout du nez par United Aircraft et par les employeurs en général. Octobre 74. Gros spectacle pour recueillir des fonds. Et ça, c'est la pochette du disque de l'automne chaud. Le chaud étant ici, enfin, un jeu de mots, chaud comme étant chaud, un automne chaud, en fait, un automne dangereux. Un automne chaud avec des gens comme, bon, enfin, Georges Dor, Claude Dubois, donc le blues du businessman dans enfin, Starmania, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est Claude Dubois. Denis Filiatro, enfin, Claude Gauthier, enfin, beaucoup de chanteurs, Raymond Lévesque, très connus, des leaders syndicaux aussi. Et le disque a été fait, a été imprimé pour aider, encore une fois, les employés de Pratt Whitney. Enfin, United Aircraft à Longueuil. Il y a eu des fonds qui sont recueillis. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mais bon, encore une fois, davantage de gens retournent au travail ou tout simplement abandonnent et essaient de se trouver d'autres emplois. Parce qu'on parle quand même début 74.
Et mai 75, c'est encore en grève. Et mai 75, vous avez une manifestation impromptue. Non, c'est difficile à dire si c'était impromptu ou si ça avait été un peu organisé à l'avance, mais ça tourne dans les meutes. Et ce n'étaient pas les employés en tant que tels de Pratt Whitney, de United Aircraft, c'était des gens de la FTQ. Violence, enfin, voiture retournée, incendiée. Certains grévistes entrent à l'intérieur, prennent quelques otages. Enfin, il n'y a pas eu de violence majeure, quelques scabs. Il y avait également un employé important d'une station de radio de la région de Montréal. On se demandait qu'est-ce qu'il devait faire là, mais en fin de compte, bon. La police municipale, les agents de sécurité de United Aircraft ne parviennent pas à maintenir l'ordre, ou à prendre le contrôle, ou à faire sortir les employés. Donc, on appelle l'escouade anti-émeute de la Sûreté du Québec, qui dispersent ceux qui sont à l'extérieur de l'usine, et ils entrent dans l'atelier. Certains grévistes parviennent à s'enfuir, pas tous. Et comme ici, les policiers ont foncé et lâchement battu les grévistes. José Ledoux, c'est la personne qui travaillait pour une station de radio, qui a été horrifié par ce qu'il a vu, par la violence. Et les policiers n'ont pas aimé beaucoup ses commentaires par la suite, donc ils ont essayé de le poursuivre. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils craignaient que il n'aimait pas ses commentaires ou il pensait qu'il était impliqué dans l'émeute, mais je suis beaucoup plus du côté des syndiqués ici que de la police. La Sûreté du Québec, même aujourd'hui, ils ne font pas toujours dans la dentelle. Même chose pour la police de Montréal. Donc, on parle de fin. Été 1975, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, en aura le pompon. Ça fait 18 mois que ça dure. Il faut faire quelque chose. On se fait critiquer de tous bords, de tous côtés. Pratt Whitney Aircraft, changement de nom encore une fois en 1975, accepte la proposition de Bourassa. Mais en fait, il l'accepte, il l'ignore ou la rejette jusqu'à un certain point. Mais les employés, ils en avaient ras-le-bol, ils voulaient retourner au travail parce qu'il y avait des paiements à faire. Bon, c'est un des conflits les plus longs, par le 20 mois. Prend fin en août 75, un des plus longs, des plus violents aussi. Les gens qu'on voit sur le dessin ici, à droite, c'est Robert Bourassa, et les chefs des trois centrales syndicales québécoises, FTQ, CSN et la CEQ. CSN, Confédération des syndicats nationaux, et CEQ, sauf erreur, c'est la Confédération des enseignants du Québec, qui abandonnent, à toute fin utile, après avoir suscité bien des espoirs, abandonnent les employés de United Aircraft, maintenant Pratt Whitney Aircraft of Canada, qui rentrent au travail la mine basse. Cela dit, le gouvernement Bourassa, très critiqué parce qu'il avait fait ou parce qu'il n'avait pas fait pour aider les grévistes, qui étaient surtout francophones, face à une autre direction de Pratt Whitney, qui était surtout anglophone. Et cette attitude-là, c'est un des nombreux, et je souligne ici, nombreux facteurs qui expliquent la défaite du gouvernement Bourassa en novembre 1976, puis l'élection du PQ, du Parti québécois de René Lévesque, qu'on voit ici sur la photographie. Ça explique en bonne partie, beaucoup de facteurs, et la grève de United Aircraft est un des nombreux facteurs. Pendant la campagne, le PQ s'était engagé à voter une loi anti-SCAB, et ils l'ont fait, ce qui est la première mesure du genre au Canada. Pratt & Whitney Aircraft de Longueuil savait très bien que sa réputation était, ternie au plus haut degré. Et pendant plusieurs années, ils ont fait œuvre de philanthropie pour, disons, remonter dans la faveur du public. Contrairement à ce que certaines personnes avaient craint, l'outillage de production du PT6 est revenu à Longueuil. 60 ans après le premier essai au banc, début des années 60, le PT6 demeure un des turbopropulseurs avions, turbomoteurs, hélicoptères les plus réussis et populaires au monde. 64 000 exemplaires, c'est quand même impressionnant. 6 500 opérateurs civils militaires passés ou présents, soit 170 pays, des appareils extrêmement variés. J'ai donné deux exemples d'appareils de The Havilland Aircraft of Canada. En haut, le Dash 7, qui est le prototype, sauf erreur. Le prototype qui se trouve au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Et un autre appareil en bas, Air Alp français, qui est un Twin Otter. Bon. Twin Otter et Dash 7, deux appareils décollage court, qui était une spécialité de The Havilland Canada à l'époque. Très populaire, surtout le Twin Otter.
Le PT6 n'est pas qu'un moteur d'avion ou d'hélicoptère. Il y a des versions industrielles, la ST6. Un exemple d'utilisation, bateau de course. Le X, c'est, comme je l'indique ici, statut expérimental, donc ils n'ont pas gagné le prix. Ils ont gagné la course, mais ils n'ont pas gagné le pognon, ce qui est quand même un petit peu, bon, enfin, pas très, très juste, mais bon, c'est la vie. Autre exemple, qui était la STP spéciale, Special, enfin le Silent Sam, Whooshmobile, parce que bon, la, le véhicule en question n'était pas particulièrement bruyant. Et beaucoup de partisans de voitures de Formule 1 ou de voitures de course, ils aiment le bruit. Enfin, ils le carburent au décibel, on pourrait dire. Et certaine personne voit une haine féroce à la STP Special parce que justement, elle n'avait pas le bruit d'une voiture de course. Donc la Whooshmobile, une d'entre elles passe à 2 doigts de gagner les 500 000 d'Indianapolis, qui est quand même, c'est quelque chose aux États-Unis. Et ça a eu une réaction, un impact tel que plusieurs écuries qui ne faisaient pas de véhicules avec moteur à turbine ont, disons, pressuré un peu les organisateurs des 500 000 d'Indianapolis qui ont peut-être pas eu besoin d'être pressurés beaucoup pour adopter des mesures qui ont, à toute fin utile, empêché les voitures à moteur à turbine à compétitionner dans les 500 000 d'Indianapolis. Et sauf erreur, ce sont des mesures qui existent encore aujourd'hui, modifiées probablement. Bon, autre utilisation, on parle de déchiqueteuses, on parle de camions, on parle de différents trucs utilisés. Les camions, par exemple, fonctionnaient très bien. Le hic, c'est que bon, les moteurs diesel fonctionnaient très, très bien aussi. Donc, pourquoi s'impliquer dans un nouveau type de moteur lorsque les moteurs diesel fonctionnent très bien? Donc, bon, l'idée est excellente. Le prototype que nous avons utilisé, nous, compagnie XYZ, mais bon, on n'est pas intéressé par un moteur à turbine pour nos camions. Bon, beaucoup d'utilisations n'ont pas dépassé le stade du prototype. Mais il ne faut quand même pas oublier le turbotrain. C'est United Aircraft, donc le turbotrain est américain, mais commandé par les sociétés de transport américaines et canadiennes, 66. C'est un train rapide, en fin de compte, léger, rapide et confortable, avec des mois de retard, commandé sans prototype. Mais bon, parce que United Aircraft, il ne faut pas oublier que ça faisait dans l'aviation. Le train, ce n'est pas leur spécialité. Il y a eu des problèmes techniques assez sérieux. Entre autres choses, bon, le froid, les grands froids, le turbotrain avait certains problèmes au niveau des grands froids. Donc, aux États-Unis, ça n'était pas nécessairement trop grave, mais à Montréal, au mois de janvier, les froids, il y en a. Et pendant des mois, il n'y a pas eu de service. Donc, le CN, le Canadien national, a eu des pertes financières à cause de ça, justement. On avait mis beaucoup d'espoir dans le turbotrain. On espérait que ça allait entrer en service à temps pour Expo 67. Ça n'a pas eu lieu. Bon, c'est entré en service en 68. Autre problème aussi, c'est que les voies ferrées canadiennes, donc il y avait beaucoup de courbes, passage à niveau, et que les voies, c'était conçu pour les trains de fret, pas nécessairement pour les trains à grande vitesse. Donc le turbotrain ne pouvait pas foncer à grande allure entre Montréal, Toronto et Ottawa. Enfin, Montréal, Ottawa et Toronto. Finalement, bon, enfin, Amtrak, qui était de la société américaine, a mis ses troncs encore après quelques années. Via Rail Canada, qui, enfin, qui est la société qui a pris tous les services de transport passager du Canadien Pacifique et du Canadien National, a mis ses turbotrains encore en 82. C'est une belle expérience, mais en fin de compte, seulement quelques turbotrains ont été fabriqués. Autre tentative, créer une industrie de l'aéroglisseur en sol canadien. Bon, par les années 70, c'était l'âge d'or de l'aéroglisseur. Il y allait avoir toutes sortes de véhicules aéroglisseurs, des camions, des plateformes de transport. Au niveau canadien, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit utilisable dans le Grand Nord. Le Grand Nord, ben, ça peut être relativement plat. Il n'y a pas de route. Et vous avez des régions qui se sont bon, enfin, des marais insondables. Il n'y a pas moyen de se promener en véhicule routier là-dessus. Les premiers, il n'y a pas de route. Voie ferrée, ça n'est pas possible d'installer quelque chose là-dessus. Ce sont des terrains qui, à toute fin utile, des terrains sans fond. Les routes, c'est la même chose. D'avoir un aéroglisseur qui peut se promener là-dessus sans aucune difficulté. Transport de fret partout dans le Grand Nord. Donc, le gouvernement fédéral a investi là-dedans. Bell Aerospace a fabriqué un prototype, mais qui allait être produit en série en Ontario.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'intérêt de clients. Il y a eu, encore une fois, quelques petits essais. Bon, ça fonctionne bien, mais bon, vous avez la crise pétrolière qui n'a pas aidé non plus, parce qu'aéroglisseur, ça brûle du carburant qu'on ne peut pas l'imaginer. La seule série, en fin de compte, c'est l'armée américaine, qui a commandé 24, enfin, LACV 30, 30 c'est 30 tonnes, enfin, 30 tonnes américaines, ça veut dire environ 27 tonnes métriques, ce qui est la charge utile du machin en question. Et ça a été le premier aéroglisseur. Elles ont, le LACV-30 a été le premier aéroglisseur de l'armée américaine, aéroglisseur de transport. Ça leur a beaucoup plu. Et aujourd'hui, enfin, la marine américaine a des aéroglisseurs de transport. Il est possible qu'un ou deux de ces trucs-là existent encore en Alaska, parce qu'en fin de compte, l'Alaska, le Grand Nord canadien, c'est un peu la même géographie. Vous avez des montagnes, d'accord, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est très plat, où il y a des terrains très marécageux. Et sauf erreur, le Voyageur de Bell Aerospace, c'est encore aujourd'hui le plus gros aéroglisseur conçu ou fabriqué au niveau canadien. Mais ça n'a pas débouché. Mais l'utilisation favorite d'un dérivé du PT6, c'est le ASP10, qui est un compresseur. Bon, si vous voyez la photo du haut, entre le moteur et le fuselage, vous avez enfin, une espèce de petit cylindre sous l'aile. C'est un des deux ASP10. Il y en a un autre de l'autre côté. Et ces compresseurs-là envoyaient de l'air dans l'espèce de machin sous le fuselage de l'avion, qui est une jupe d'aéroglisseur. Donc, ce que vous avez, c'est un avion de transport Buffalo qui avait été modifié avec une jupe d'aéroglisseur. L'idée, c'était que les forces armées américaines voulaient avoir quelque chose qui soit capable de décoller et d'atterrir à partir de terrains complètement défoncés. Vietnam, par exemple, ou ailleurs. Un terrain absolument impossible à utiliser par n'importe quel avion. En autant que je sache, le Buffalo modifié a décollé avec la jupe. Est-ce qu'il a atterri? Ça, c'est autre chose. Parce que décoller, c'est une chose, mais atterrir comme choc, ça devait être méchamment fort. En fin de compte, la faiblesse du système, c'est la fragilité de la jupe. Le projet est abandonné en 1977. L'appareil a été reconverti en Buffalo standard. C'est un projet tout à fait fascinant. Autre aspect de l'histoire on revient un peu en arrière, United Aircraft, ils faisaient dans le moteur, mais à une époque, ils ont également fait dans l'assemblage d'hélicoptères. Sikorsky Aircraft était une société sœur au sein de United Aircraft. La Marine royale du Canada a commandé un certain nombre de Sea King et on s'est dit pourquoi ne pas les assembler en sol canadien. Il n'y avait pas de société, donc on peut supposer que le Canada aurait pu être intéressé, mais en fin de compte, c'est United Aircraft à Longueuil qui a reçu la commande et ils ont assemblé de plus en plus les 37 appareils assemblés au Canada. Au début, on ne faisait que l'assemblage de quelques morceaux, mais vers la fin, ils assemblaient à peu près tout l'appareil utilisé par les forces armées à partir de fin 63 jusqu'à tout récemment, peut-être quelques années. Excellent appareil. La photo du bas montre un Sea King en train de se poser sur un petit navire à l'aide d'un, ce qu'on appelle le piège à ours, le bear trap, qui est l'espèce de boîte carrée sur le pont du bateau. C'est un système, donc un câble était abaissé l'hélicoptère, quelqu'un sur le pont du bateau accrochait le câble en question au treuil du piège à ours. Et le piège à ours avec un treuil, disons, on forçait littéralement l'hélicoptère jusqu'au pont. Quand je dis forcer, c'est que littéralement, le pilote voulait monter et on tirait l'hélicoptère vers le bas. Donc, si le câble cassait, par exemple, l'hélicoptère serait monté, il n'y aurait pas eu d'écrasement. Mais l'idée de forcer l'hélicoptère vers le sol, vers le pont du navire et de le verrouiller en position permettait à un hélicoptère de se poser sur un navire de petite taille, on ne parle pas de mauvais temps, on ne parle pas de tempête, d'ouragan, mais d'un bateau qui quand même tangue, roule et se déplace un peu. Ce genre de système-là a été utilisé par de nombreuses marines, copié par d'autres fabricants aussi. Donc, c'est très populaire pour les forces navales qui veulent avoir des hélicoptères sur le pont de petits navires de combat. Bon. Mais grosso modo, c'est au niveau des moteurs que United Aircraft
Pratt & Whitney Canada, a fait son pognon. Son premier Son première turbo-soufflante, le JT-15D, banc d'essai volant en haut, c'est un avion de l'armée de l'air, enfin, l'armée de l'air canadienne, Avro Canada CS-100. Donc, il y a un JT-15 qui avait été placé sous le fuselage, et c'est avec ça qu'on a fait les vols d'essai du JT-15, petite turbo-soufflante, pour les avions d'affaires. C'est une première canadienne. Excellent moteur, qui, à toute fin utile, a été conçu autour du Cessna Citation, qu'on voit ici, qui était à l'époque début des années 70, dit-on, l'avion à réaction le moins bruyant au monde. Excellent appareil, excellent moteur aussi, destiné aux avions d'affaires. Et c'est une nouvelle corde à l'arc de la société québécoise de Longueuil, l'aviation d'affaires. Le choc pétrolier, enfin, je ne lirai pas le texte encore une fois. Le PT6, très bien, mais le PT6 avait une puissance quand même un peu limitée. On parle environ 1000 chevaux, un peu plus de 1000 chevaux, mais disons que quelque chose dans 2000 chevaux ou plus pour les avions de transport, les avions de troisième niveau, les avions de navette, ça n'était pas assez puissant. Donc, avec le choc pétrolier, turbopropulseur, ça consomme moins qu'un moteur à réaction pur. Le PT7, qui est devenu par la suite le PW100, ça a été le moteur successeur au PT6. Le gouvernement fédéral subventionne, enfin, je ne donnerai pas les dates encore une fois. L'appareil du haut, sauf erreur, c'est un Embraer Brasilia, qui était le premier appareil à utiliser le PT, enfin le PW100. Et l'appareil du bas, c'est un Dash 8. Enfin, pas la version initiale, parce que la version sur la photographie, c'est une version un peu stretchée, un peu allongée. Mais c'est pareil, très réussi tous les deux. Puis le Dash 8, c'est un des grands succès de The Airline Canada au niveau international. Mais avec toute cette production-là, le PT6 se vendait, le PW100 se vendait de plus en plus. Il commençait à manquer d'espace. Donc, il a fallu trouver de l'espace, un centre d'achat, un magasin de meubles, pardon, avec usine de pièces à Halifax, qu'on voit sur la photo du haut, ultra moderne. Le moteur entre en service vers 85, on parle enfin, 130 pays, 8000 exemplaires, 370 opérateurs civils, militaires, passés et présents. C'est un des grands moteurs dans sa catégorie au monde, comme le PT6 l'était et l'est encore dans sa catégorie. Donc, autre phase, puisqu'on parle PT6, il y avait des moteurs d'hélicoptère, d'accord, mais le PW100, c'est surtout de l'avion. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau canadien, vous avez énormément d'hélicoptères. C'est une des plus grandes flottes d'hélicoptères civils au monde. Mais il n'y avait pas de production d'hélicoptères au niveau canadien. Donc, au début des années 80, en parallèle avec le programme fédéral de subvention de création d'un moteur d'hélicoptère de puissance relativement réduite, le gouvernement fédéral s'implique également avec des gouvernements provinciaux. Donc, Québec, Ottawa, Bell Helicopter Textron à Mirabel, fédéral ontarien avec MBB Helicopter Canada, pour faire de l'assemblage dans le cas du MBB 105 et de la production dans le cas de Bell Helicopter à Mirabel. Des hélicoptères, soit nouveaux, soit des versions nouvelles, utilisant le nouveau moteur canadien en version Twin Pack, comme le PT6. Donc, encore une fois, deux moteurs, un à côté de l'autre, avec le système d'engrenage en avant, connecté au rotor. Ça n'a pas tourné comme prévu. Parce que Bell Helicopter Textron, bon, le prototype qui devait utiliser le moteur Twin Pack, enfin le PW200 Twin Pack, l'appareil est abandonné. Et la version du MEO 105 avec le Twin Pack a été abandonnée après le vol du prototype qu'on voit ici, au-dessus des chutes Niagara. Il y a beaucoup de photographies d'avions, surtout militaires, qu'on voit au-dessus des chutes Niagara. Donc, c'était un endroit favori pour les photographes militaires. Donc, on faisait passer après tous les avions des Forces armées canadiennes au-dessus des chutes Niagara pour avoir de belles photographies pour la publicité. Donc, si la version Twin Pack du PW200 est abandonnée, la version conventionnelle, enfin, un moteur tout seul, elle fonctionne bien et cette version-là est produite en grande quantité. Et celui-là, si je me souviens bien, c'est oh mon Dieu. La version du bas, c'est un Eurocopter et celui du haut, j'oublie son nom.
Un appareil américain, toutefois. L'appareil du bas, ben, c'est un appareil européen. Excellent moteur utilisé partout dans le monde, très nombreux utilisateurs civils et militaires. Le projet suivant, ce n'est pas un turbomoteur, c'est une turbo soufflante pour les avions d'affaires. Vous remarquerez le Falcon du président de la République en bas et un Learjet en haut. Ce moteur-là a été est produit encore, en collaboration avec MTU. Je ne vous donnerai pas des dates ou des nombres de production, ça devient un peu ennuyeux, mais quand même, quelque chose que je vais dire, c'est que c'est un excellent moteur. Donc, Pratt Whitney Canada, comme Pratt Whitney, ils font dans le moteur fiable. Dans l'histoire de la société, depuis à toute fin utile, 100 ans d'histoire de fabrication de moteurs d'avion, des moteurs Pratt Whitney qui ne sont pas très fiables. Il y a le Pratt Whitney Junior qui avait certains petits problèmes peut-être, mais au niveau des autres, on parle de moteurs qui tournent comme des machines à coudre. C'est remarquable ce qu'ils ont comme succès, c'est tout à fait remarquable. Bon, le moteur suivant de Pratt Whitney Canada, c'est le PW500 pour avion d'affaires un peu plus petit. En haut, c'est un Citation et en bas, c'est un Embraer Phenom, si je me souviens bien. Et on voit de plus en plus la spécialisation de Pratt Whitney Canada dans l'aviation d'affaires, soit au niveau des turbopropulseurs PT6, turbopropulseurs PW100, ou dans la turbosoufflante, 300, 500, etc. Il n'y a pas de PW400 sauf erreur. J'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Je ne sais pas très bien pourquoi. Le moteur suivant, pour les avions d'affaires encore plus petits, ce qu'on appelle les Very Light Jets, les réactés d'affaires très petits, l'avion du bas est une autre version d'un Embraer Phenom. L'avion du haut, j'oublie qu'on pense, c'est un Eclipse. Eclipse, une version quelconque. Et on voit que Pratt Whitney Canada veut se tailler une place dans tous les créneaux. Très petits avions d'affaires, avions d'affaires moyens et gros avions d'affaires. Des appareils comme, bon, en haut, sauf erreur, c'est un Falcon 6 et en bas, c'est un Gulfstream. Donc, c'est des avions d'affaires quand même très spacieux, très long rayon d'action. Et c'est un moteur qui est la plus grosse, enfin, le plus puissant moteur conçu à date par Pratt Whitney Canada, avec collaboration de MTU au niveau de la production. Parce qu'aujourd'hui, il y a davantage, il y a de plus en plus de coopération au niveau international, mais grosso modo, Pratt Whitney Canada, ils ont, surtout avec MTU à date qu'ils ont collaboré, mais ils semblent quand même faire assez souvent cavalier seul. Donc, dans les 70 dernières années, 100 000 moteurs, toute version, tout modèle compris, ça n'est pas de la table. C'est quelque chose de très impressionnant. Et la société de Longueuil, Pratt Whitney Canada, c'est un des leaders mondiaux, un des chefs de file mondiaux. Il y a des plus importants fabricants de moteurs d'avions pour avions d'affaires sur la planète. Donc, grand merci pour votre attention.